Déjà, merci à tous d'être là pour cette session spécifique sur deux approches du design, celui de la prospective créative avec le design fiction et celui du design soutenable ou durable avec ce qu'on a appelé le sustainable design. Pour commencer, je voudrais vous donner quelques informations concernant Thinkinov. Thinkinov, c'est une association qui regroupe des dirigeants de l'innovation sur l'innovation responsable par la pratique, et nous avons 4 grandes dimensions. La première, qui est effectivement à travers l'adhésion de Thinkinov et à l'association, de pouvoir assister à des webinars, à des dîners d'inspiration, et puis à des soirées entre pairs. Une deuxième partie qui est le Think Lab, dans lequel nous avons des ateliers dîners entre dirigeants d'entreprise pour développer des méthodes d'innovation qui sont en lien avec l'innovation responsable en partant de scénarios complexes ou de scénarios prospectifs, de façon à travailler des méthodes d'innovation qu'on est capable d'expérimenter dans le lab et ensuite appliquer de façon extrêmement pragmatique dans les entreprises et accompagner les entreprises sur cette transformation qu'est l'innovation responsable. Et puis, des dîners d'inspiration qui se font autour de personnalités pour traiter un certain nombre, en tout cas partager au-delà de traiter des sujets, partager des sujets divers. Le dernier en date que nous avons fait était autour d'Ariel Kirou sur la prospective et la science-fiction, et y compris une partie du design fiction. Ariel Kirou, qui est un journaliste, auteur du livre Les imaginaires du futur, qui coordonne toute la partie éditoriale de la fondation Cognac G, notamment les solidarités du futur. Et puis, le prochain dîner qui aura lieu le 1er juin autour de la thématique sur le numérique et la cybersécurité. Et nous serons autour du vice-amiral Arnaud Coustillère, qui est en fait la personne qui a créé toute la partie liée à la cybersécurité pour le gouvernement et notamment pour la défense, qui l'a commandé et qui aujourd'hui est aussi conseiller au pôle d'excellence de l'OTAN en cybersécurité. Voilà le type de dîner qu'on organise. Et puis, on collabore aussi avec, au travers de partenariats avec des entreprises qui ont des problématiques à traiter sur l'innovation responsable, et nous les accompagnons sur ces sujets. Alors, on va démarrer le sujet. Aujourd'hui, on parle design soutenable, on parle design fiction. Alors, si je devais expliquer rapidement, parce que Colline le fera beaucoup mieux que moi, le design fiction, je dirais que le design fiction, c'est à la croisée entre le design et la science-fiction. C'est de la pratique qui a été nommée pour la première fois par un Américain qui s'appelle Bruce Sterling dans les années 2000 et qui fait de plus en plus d'ailleurs parler d'elle. Et le design fiction, comme le dit si bien Bruce Sterling, c'est une approche prospective utilisant les techniques du design, du prototypage, de la narration ou encore de la vidéo. Et cette méthode du design fiction, elle s'appuie sur les imaginaires de la science-fiction pour projeter des futurs possibles. Et c'est un vecteur d'innovation, de création et un catalyseur de discussion qui permet de créer des univers et des expériences au service de l'humain pour tester des hypothèses sur l'avenir. Et c'est une approche qui est à la fois créative et collaborative pour explorer les futurs possibles en partant, je dirais, de principe que le futur est déjà dans le présent et qui, à travers la critique, la narration et le prototypage, va permettre de dessiner des contours de notre futur au quotidien et nous amener à nous poser des questions sur des décisions que nous avons à prendre, notamment aujourd'hui, et qui impacteront le futur de nos entreprises. Alors, c'est un outil qui est de plus en plus utilisé dans les projections et la prise de décision au sein des entreprises. Et puis, nous avons le Sustainable Design qui, lui, est apparu dans les années 80 et c'est en 87 que le concept du développement soutenable a été formalisé au travers du rapport Brundtland qui a été publié par la Commission mondiale sur l'environnement et le développement de l'ONU et qui se résume comme de la façon suivante: répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Et donc, le Sustainable Design cherche à éliminer les impacts négatifs à travers du design
habile et sensible. Et puis, en même temps, c'est un modèle qui intègre l'environnement dans son processus de conception, les contraintes de la limitation des ressources et qui rassemble les facteurs de créativité technique, mais aussi sociaux. Et c'est un modèle qui prend en compte, du coup, l'ensemble des contraintes qu'on peut avoir dans l'économie durable en utilisant un état d'esprit qui est celui du design thinking. En tout cas, c'est une méthode qui est de plus en plus plébiscitée aujourd'hui aussi dans les entreprises. Alors, pour parler de ces deux thématiques, deux expertes du sujet qui nous viennent de la D-School, de l'École des Ponts. Tout d'abord, Colline Nelson, Colline qui est à la fois formatrice en design et innovation au service de la D-School, qui est une référente du design fiction, avec qui nous avons collaboré au sein de Thinkinov l'année dernière, et qui est également coach en design fiction, et puis Valentine, avec qui nous avons aussi collaboré l'année dernière en design fiction au sein de Thinkinov, sur des sessions liées à cette dimension, et qui est formatrice en design et innovation pour la D-School aussi, de l'École des Ponts, et référente en Sustainable Design, et qui enseigne aussi donc, le design fiction et le design thinking, en tout cas pour toutes les deux. Alors, merci à toutes les deux d'être avec nous aujourd'hui pour parler de cette thématique et surtout de partager cette connaissance parce que vous êtes vraiment deux grandes expertes du sujet. Du coup, je vous propose de démarrer et Colline, je t'ouvre la parole pour parler design fiction et puis ensuite, Valentine, on ira vers le sustainable design. Allez, faisons comme ça. Merci Hélène, encore une fois, pour l'invitation, l'opportunité. C'est un plaisir, mais c'est vrai que ça fait 1 an qu'on est intervenu pour la première fois avec Thinkinov. Donc nous, ça nous touche de pouvoir partager ces pratiques et de vous avoir aujourd'hui. Et je vois même qu'il y a d'anciens participants, notamment Mickaël, qui s'est connecté, donc qui a déjà suivi nos formations et peut-être qui a envie d'une piqûre de rappel. En tout cas, le but pour moi, c'est de vous montrer en 10 minutes un peu ce que c'est que le design fiction. Il faut voir que c'est une grosse boîte à outils dans laquelle on peut piocher plein de choses. Donc oui, déjà, ça va remettre en question la manière dont on fait de la prospective. Et puis, on peut l'utiliser pour innover, pour développer des stratégies, pour appréhender des risques, pour prendre des discussions, pour embarquer. Donc, on va s'y mettre. Je vais essayer de faire rentrer ça en 10 minutes pour qu'on ait un peu de temps pour échanger sur le sujet. Alors, normalement, vous voyez bien mes slides là. Je vais passer les présentations parce que Hélène l'a fait. Voilà, Valentine et moi, on travaille toutes les deux à la D-School Paris. En fait, c'est le pôle innovation et design de l'école des Ponts Paris Tech, donc une école d'ingénieurs. Et notre ambition, c'est de acculturer aux pratiques du design auprès de ce public ingénieur, mais aussi tous les agents des ponts, tout ce qui va être l'écosystème de cette école, donc les doctorants, etc. Et puis d'autres professionnels, puisque nous faisons beaucoup de formations à destination des professionnels. Donc, parler de design dans une école d'ingé, ce n'est pas forcément simple. Il faut déjà déconstruire la vision du design comme nous, on l'entend notamment en français, comme quelque chose d'artistique, d'avant-gardiste, du meuble, etc. Il faut qu'on l'entende du terme anglo-saxon, en fait, qui est une discipline à part entière, la science de la conception. Donc, une discipline qui est entre les sciences et les arts. Donc, quand les sciences, ça va être plutôt le monde naturel, en fait, la recherche de vérité, j'explore les sciences. L'art, ça va plutôt être les sciences sociales. Donc, j'étudie l'expérience humaine, je recherche la justice. Et bien, le design, c'est au milieu. C'est le monde qui est construit par l'homme. C'est la recherche de pertinence. Et du coup, c'est vraiment entre le monde naturel et entre l'expérience humaine. Et c'est juste quelque chose qui manque cruellement à notre éducation. J'aimerais bien. Ok, alors, juste pour vous dire, au pôle innovation et design, du coup, on développe différentes approches de l'innovation par le design thinking que vous connaissez sûrement avec un programme continu avec des étudiants, le design fiction qu'on développe depuis 3 ans, donc on commence à avoir une expérience assez solide, et puis le design Soudnap qui est en cours de développement pour continuer à aller plus loin dans les pratiques du design. Du coup, le design fiction en 10 minutes. Alors, c'est une approche qui est naissante et qui est pleine de ressources et qui prend de plus en plus d'ampleur dans l'entreprise. Ça, c'est sûr. Alors, la définition qu'on va donner à la D-School Paris, c'est que le design fiction est une approche du design appliquée à la prospective. Il explore de manière créative les futurs possibles et les incarne à travers des objets tangibles et provocateurs, voués à créer du débat et questionner les choix que nous faisons aujourd'hui. Alors, on va décrypter un peu cette définition pour essayer de comprendre ce que c'est. Déjà, du design appliqué à la prospective, faut le comparer aux 2 autres cultures qu'on a vues avant et qui présentent plusieurs limites dans l'étude des futurs.
En général, quand on fait de la prospective, on va utiliser une science prognostique, en fait, la culture des sciences. Je vais utiliser de manière intense des indicateurs sociaux et économiques et je vais essayer de dégager des éléments de prédiction, en fait. Donc, ça va ressembler à des rapports de prospective, des chiffres, des graphismes, des pourcentages. On parle beaucoup de l'ordre du probable. Il va probablement se passer ça. Et puis, on prend ces chiffres au sérieux. Par contre, le problème, c'est qu'ils ne nous projettent pas forcément. Là, je vous ai montré le rapport du GIEC qui nous donne des informations plutôt précises sur ce qui pourrait se passer, mais je ne ressens pas comment ça va être. Je ne sais pas non plus comment je vais vivre, comment je vais manger, comment je vais sociabiliser. Et il ne met pas en action aussi parce que ces chiffres ne créent pas de la mobilisation. Aussi, le problème, quand on va aller vers les sciences probables, c'est qu'on ne va pas attacher d'importance à des éléments de faible probabilité, ce qu'on va appeler des black swans. Donc, un black swan, soit c'est quelque chose qui a une très faible probabilité et qu'on ne prend pas en compte, soit c'est quelque chose sur laquelle on ne peut pas mettre de probabilité, en fait, qui est trop subjective. Enfin, c'est impossible de mettre une probabilité. Et du coup, on laisse un peu tomber ces événements qui peuvent pourtant nous tomber dessus, genre une pandémie, quoi. La culture des arts, c'est plus, je vais explorer l'avenir de l'ordre de la vision. En fait, je vais vous montrer ce que moi, je considère comme un futur désirable. Et donc, forcément, je vais accorder plus d'importance aux éléments qui m'importent. Et donc, il va y avoir une perspective émotionnelle et subjective derrière. Donc, par exemple, moi, la ville du futur, je la vois comme ça. Par contre, le problème avec la vision et l'ordre désirable, c'est que je ne mets pas un pied dans le présent. Je vais faire un bond dans le futur, je vais vous lancer ma vision et je perds cette notion d'ancrage, donc de présent en continu. Donc en fait, le futur, c'est cette sorte de réserve à imaginaire et on oublie de le voir comme un présent à venir, en fait, un présent en continu. C'est un peu ce qui s'est passé avec les Google Glass, par exemple, où Google a partagé sa vision en 2011 d'un monde où on aurait des lunettes qui nous permettraient de voir une sorte d'ordi devant nos yeux et qui n'a pas du tout pris par le grand public, qui n'était pas prêt à ce genre d'innovation, qui n'était pas prêt à utiliser la commande vocale, à avoir des caméras un peu partout sur l'espace public et du coup, ça a fait un flop. Donc, le problème des arts, c'est qu'il fait un peu table rase sur le présent. Heureusement, comme je vous le disais, le design, c'est une discipline qui est au milieu et qui sait un peu naviguer entre les deux. Donc, le design, on ne va pas être sur des futurs probables, on ne va pas être sur des futurs désirables, on va explorer des futurs possibles. Donc, forcément, pas de table rase, le futur est déjà dans le présent. Donc, je vais passer beaucoup de temps à comprendre le présent. Et puis, je vais tirer les ficelles et je vais me permettre d'explorer plusieurs futurs, des futurs probables, mais aussi des futurs possibles, parce que le futur n'est pas linéaire, il peut se passer plein de choses, en fait, qui font que on arrive à tel ou tel futur. En fait, c'est l'objectif du design fiction de base, c'est d'explorer plusieurs futurs possibles pour pouvoir les comparer les uns avec les autres et réussir par la discussion à identifier qu'est-ce qu'on considère de préférable, quel futur on veut et du coup, comment on se met en action pour ça. Ici, vous avez le Cone of Preferable Future de Dune et Rabi, donc deux personnages emblématiques du speculative design ou design fiction. Donc ça, c'était pour le côté design appliqué à la prospective. Ensuite, je vous parle d'objets tangibles et provocateurs. En fait, le problème, c'est que, par exemple, dans les sciences, les rapports ne projettent pas. C'est un peu ce qui s'est passé en 2014. Bill Gates s'exprimait dans un TED Talk pour dire que le plus grand risque pour notre société aujourd'hui, c'était une pandémie. Vous avez un rapport du CIA aussi qui en parlait. Enfin bref, on était au courant, on communiquait là-dessus. C'était très objectif, etc. Il disait juste, pas de panique, il faut juste qu'on se prépare, qu'on se forme. Et pourtant, on n'était pas du tout préparé, on était plutôt comme ça. Mais si, au lieu de vous faire ce discours, Bill Gates vous ramenait des objets qui venaient de 2020 et vous montrait plutôt à quoi ressemblait ce qui se passe à votre télé, dans votre télé. OK, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on a des masques? Ou encore ce qui se passe sur vos réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il y a dans vos journaux? Voilà, vous allez dire, non, mais c'est pas possible, une attestation de déplacement, mais ça veut dire que je suis enfermée chez moi. Voilà, en fait, essayez de vous projeter dans ce futur qui va du coup créer quelque chose de plus engageant. J'ai envie de m'exprimer, j'ai envie d'appréhender, j'ai envie de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? On se prépare. Ce qui est subtil aussi dans le design fiction, c'est que oui, il pourrait vous partager des images de, par exemple, les laboratoires qui se mettent à fond dans la recherche du vaccin, mais il va plutôt vous montrer votre futur quotidien, à quoi ça va ressembler, vous, dans la queue des courses. Et du coup, ça crée beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de sensibilité par rapport à ça. Nous, à la D-School, on a travaillé sur un scénario. Et si, en 2028, la majorité des cadres vivaient à la campagne? Et on a créé un artefact géant qui est le bureau de Cécile, qui vit dans un village du Doubs à la campagne. Et en fait, en se naviguant dans son appartement, on voit des objets qui nous racontent ce futur et aussi ses limites.
Par exemple, une comptine chute la visio ou une boîte de médicaments sur son bureau, le FOMO-démol, pour Fear of Missing Out, laisse penser qu'elle est enfermée dans un monde numérique qui n'est pas souhaitable et qui est un peu dérangeant et qui donne envie de discuter de la place du télétravail qu'on peut accorder dans nos vies. Donc ça, c'est pour les objets tangibles et provocateurs. Par du physique, en fait, je vais créer plus d'engagement derrière. Alors, ensuite, on va parler de « il explore de manière créative les futurs possibles ». Et là, ça va plutôt être « comment ça marche ». Donc, comme je vous disais, ça commence par le présent et on va partir avec ce qu'on appelle des signaux faibles. Je vais identifier en fait des tendances qui arrivent. Puis ensuite, je vais tirer les ficelles, je vais identifier des scénarios. Je vais ensuite choisir un scénario, je vais bien le rendre cohérent et puis je vais le traduire par un artefact. Au lieu de faire un rapport de prospective, au lieu de vous le raconter, je vais faire un objet qui raconte tout seul ce futur. Et ensuite, je présente ces objets à un public dans le but de créer de la discussion, du débat, inviter au positionnement. Donc nous, les signaux faibles, on en voyait plein, de l'exagurbain, des pubs dans le métro, des boîtes qui se mettaient en 100% télétravail, des mèmes sur Internet. On a imaginé plusieurs scénarios, et si les campagnes se remplissent, à quoi ressemble la ville, etc. Donc un scénario, ça ressemble à ça. Nous, comme on a voulu imaginer toute une société, on est allé plus loin, on est allé dans une vision systémique. Donc ça, c'est un des pouvoirs du design aussi, de penser en arborescence. Du coup, si on vit à la campagne, comment se sont adaptées les entreprises, les institutions, le monde de la culture? Quels sont les nouveaux besoins, les nouveaux produits, les nouveaux services, les nouveaux comportements et aussi quels sont les problèmes? C'est là, en fait, que dans ce côté effet de bord, qu'on arrive à innover en imaginant justement les futurs usages. Et puis, on continue. Nous, on est dans un scénario où les pandémies règnent, où on fait beaucoup de télétravail, où il y a une culture citadine forte à la campagne. Et du coup, on comprend que ça amène à un enfermement numérique ou à des problèmes comme les conflits ruraux urbains. Par exemple, et ensuite, on va les traduire dans des objets. Par exemple, augmentation du télétravail. Voilà ce qui se passe dans son journal. Conflit ruraux-urbain, on voit qu'elle a une lettre de menace chez elle. Enfin bref, il y a plus d'une quarantaine d'artefacts pour comprendre le scénario, mais un seul objet peut des fois suffire à votre objectif, à servir votre objectif. Pour finir, créer du débat et questionner les choix que nous faisons aujourd'hui. Donc, en utilisant des artefacts qui passent par le prisme du quotidien, vous créez de l'engagement. Si vous me demandez de débattre sur l'intelligence artificielle, je ne pourrais pas trop m'exprimer parce que je ne suis pas experte. Mais si vous me parlez de l'intelligence artificielle dans mon futur quotidien, là, je suis experte de mon quotidien et là, je vais m'exprimer, etc. Donc, ça crée vraiment de la discussion qui est plus profonde en fait que les méthodes qu'on utilise habituellement. En fait, de base, c'est quelque chose c'est une discipline qui est plutôt politique. On va parler d'un positionnement plutôt qu'une méthode, et c'est là que le côté art entre en jeu. En fait, de base, c'est fait pour créer du débat avec des objets tangibles, et c'est un mouvement qui est né contre une société consumériste et contre la place des technologies, ou plutôt l'absence de sens critique face aux technologies. En fait, ça part du constat que nos futurs sont technocentrés et techno-utopistes et que on est un peu biaisé dans ces visions-là, parce que si je vous demande d'imaginer l'école de demain, vous allez imaginer une salle de classe avec des tablettes et vous allez vous priver d'explorer d'autres futurs possibles comme l'école forêt qui montre énormément de bienfaits dans le développement de l'enfant. En fait, c'est aussi montrer que les humains sont complexes et que la technologie n'est pas forcément souhaitable ou peut être dangereuse ou peut mener à des situations dérangeantes, comme on le voit par exemple dans les épisodes de Black Mirror. Alors ça, c'est en fait le design fiction dans les règles de l'art, mais si ça prend aussi autant d'ampleur, c'est que tout le monde ne va pas l'utiliser à ambition politique. Dedans, vous avez plein d'outils très très intéressants que vous pouvez vous approprier. Et déjà, on va se poser la question, pourquoi on fait des scénarios en tant qu'entreprise? Pourquoi se mettre dans une démarche prospective? En fait, il y a deux raisons. Soit vous êtes dans une transformation adaptative, je vais imaginer ce qui pourrait se passer et je vais m'y préparer. Donc, c'est ce qu'on va appeler scénario de crise, par exemple. Donc, je vais appréhender des risques pour être bien prête. Mais ça peut être aussi dans une démarche d'innovation, ce qu'on va appeler une transformation transformative. Imaginer demain et tenter de le faire évoluer. Je vais tirer les ficelles et voir qu'en fait, il y a des nouveaux usages qui sont intéressants et je vais essayer de les rendre réels, en fait. Alors, il y a plusieurs utilités dedans, puisque vous pouvez prendre différents outils dans la démarche. Il y a le côté inspiration et vision qui va plus être utile pour la création, en fait, l'innovation. Donc, se mettre dans une démarche prospective, c'est un peu nouveau. Explorer le futur, comprendre qu'il est assez complexe, mais aussi imaginer les futurs usages, inspirer, faire émerger des idées et aussi, pourquoi pas, trouver des futurs possibles et positifs pour avoir envie de les construire.
Pour ce qui est observation et critique, là, c'est le côté systémique, politique, recherche de problèmes qui peut être intéressant. Là, ça va plus être de l'ordre de la stratégie. Vous allez identifier les limites et les effets de bord possibles aux décisions que vous prenez aujourd'hui. Vous pouvez appréhender des risques et des freins, qu'ils soient sociaux, technologiques, culturels, et vous allez développer une stratégie soit pour atteindre un futur que vous désirez, soit pour éviter un futur indésirable. En fait, c'est vraiment la systémie, c'est l'idée de dire qu'un bon écrivain ne pense pas seulement à l'automobile, mais aussi à l'embouteillage. Et aujourd'hui, il faut qu'on commence à voir les choses comme des systèmes et pas comme étant seuls. Et ça, c'est le design qui est utile pour ça, parce que le design, c'est un super outil qui maîtrise la complexité des systèmes et qui maîtrise la complexité des humains. Et du coup, qui comprend en fait à quel point les choses sont complexes et comment on crée en prenant en compte de cette complexité. Enfin, ça peut aussi être utile pour le débat, parce que vous allez rendre accessibles des problématiques complexes, libérer la parole, inviter au positionnement, et pourquoi pas dénoncer ambition politique. Voilà. Certains vont l'utiliser pour une seule de ces branches, en fait, parce que c'est un nid à ressources très, très intéressant. Et juste pour ce dernier exemple, pour ce dernier point du débat, je vous partage un exemple qui montre à quel point les artefacts, donc ces faux objets, peuvent être forts. C'est le cabinet anglais Superflu qui travaillait avec le gouvernement des Émirats arabes unis sur une stratégie environnementale pour la ville. Et en fait, donc, il leur présentait 4 types de scénarios d'une ville durable. Et face à l'un de ces scénarios, donc le scénario le plus vert, les membres du gouvernement étaient plutôt sceptiques en disant « Moi, je ne crois pas que en 2050, les gens prennent les transports en commun et je ne me vois pas dire à mon propre fils d'arrêter de prendre la voiture. » Donc, ce scénario, paf, il s'en va. Sauf que l'agence était préparée à ce type de remarques et ils avaient réussi à reproduire en fait dans un laboratoire à New Delhi l'odeur qu'aurait l'air en 2050 si rien n'était fait. En fait, selon la masse de particules dans l'air, etc. Et en fait, en sentant juste une seconde à sentir l'air en fait qu'il y aurait dans leur ville dans le futur, on voit du coup dans la vidéo qu'il y a vraiment un geste de retrait de la part de ce membre du gouvernement. Ça les a mis ça les a fait réaliser en fait ce qu'ils allaient vivre s'ils ne prenaient pas le pas sur ce scénario, et on ne sait pas si c'est vraiment lié ou pas, mais suite à cet atelier, il y a une stratégie énergétique assez prononcée qui a été partagée par les membres du gouvernement. Donc à quel point le côté sensoriel, le biais de l'affect, crée vraiment une réalisation du problème et crée de la mise en action. Et donc rien qu'utiliser le côté artefact, donc faux objet, ça peut être un très bon levier. Donc, voici pour les différentes utilités. Nous, on a créé une formation de 2 jours pour acculturer à ça, parce qu'il faut savoir qu'il y a différents acteurs qui vont l'utiliser de différentes manières. Il y a des acteurs qui, en effet, vont beaucoup s'inspirer de la science-fiction pour innover. Il y en a d'autres qui vont vraiment rester politiques, il y en a d'autres qui vont plutôt être en mode stratégie de crise, etc. Donc, il y a plein d'acteurs sur le marché. Nous, en tant qu'université, on a voulu faire quelque chose de plutôt neutre. Donc, une formation de 2 jours avec un premier module qui est vraiment comprendre le design fiction, comment ça marche, les applications. Puis ensuite, 3 autres modules où vous faites l'ensemble de la démarche et vous avez plein d'outils différents pour tout ce qui est signaux faibles et créer des scénarios. Signaux faibles, explorer le présent. Après, tout ce qui est imaginer les scénarios, les effets de bord, et ensuite faire ressentir l'avenir pour mettre en action. Et vous suivez notre démarche, mais le but pour nous dans la formation, ça a été de donner un maximum de clés de tout ce qui était, tout ce que font les autres acteurs du marché pour que vous puissiez aller voir d'autres manières de faire. Et voici, et je crois que j'ai tenu un peu plus de 10 minutes. Mais voilà, on peut avoir le temps pour 1 ou 2 questions peut-être. Non, tout a été clair. Merci Colline. Donc, des questions? Comment Alors, intégrer commentaire de Valérie qui dit que c'est clair, simple, inspirant. Et alors, tu poses vas-y Valérie, pose ta question. Hein. Oui, bonjour, merci, merci beaucoup. Oui, j'ai une question. Donc, au-delà des artefacts, l'exemple de D, est-ce qu'il y a d'autres outils d'aide à la décision de priorisation des scénarios? Et ma deuxième question, est-ce qu'on peut intégrer la dimension économique dans votre méthodologie? Alors, pour la première question, en fait, oui. En fait, c'est appropriez-vous-la, quoi. Arrêtons de le voir comme une méthode et voyez-le comme une approche. Allez pas jusqu'aux artefacts, restez au scénario et ensuite, on revient sur une matrice de priorisation, etc. Ce qui arrive souvent en question en formation, c'est les gens font l'ensemble de la démarche et après, ils font « Ah, et après, on fait quoi comment on choisit ?» Et ça, c'est pas le design fiction, c'est ce que vous allez faire derrière, en fait. Créer un atelier collaboratif, revenez avec vos outils classiques.
juste utiliser les artefacts ou utiliser les signaux faibles, les scénarios, si ça sert votre objectif. Mais après, par la suite, voilà, je pense que c'est des outils de priorisation classiques. Et après, pour la deuxième question, dimension économique, je ne suis pas sûre d'avoir compris. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est une question, est-ce que vous avez exploré la capacité à valoriser finalement ces scénarios? Ils ont des balances, des balances économiques dans lesquelles on peut intégrer les composantes environnementales d'ailleurs. Donc, est-ce que c'est prématuré peut-être cette question, mais est-ce que c'est une réflexion ou des travaux sur lesquels vous œuvrez pour avoir cette composante-là au-delà de la créativité et de la création des scénarios et des artefacts? Alors, nous, on l'a pas encore, on n'a pas mis en place. Donc, je ne peux pas vous partager mon expérience là-dessus. Après, de manière générale, quand on étudie un scénario, nous, on va se baser par exemple sur l'outil Pestel, qui est beaucoup utilisé en économie, et on va s'intéresser sur des tournants des événements politiques, économiques, sociaux, technologiques, environnementaux, légaux et géopolitiques qu'on rajoute dessus. Donc oui, on va le prendre en compte dedans, mais c'est vrai que nous, dans les cas qu'on a étudiés, on n'avait pas cet axe prioritaire. Par contre, vous pouvez l'utiliser vraiment comme votre tournant ou le gros de votre scénario et voir ensuite qu'est-ce qui suit derrière. Valentine, à toi? Allez, c'est parti. Je vais vous partager mon écran. Tac. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Oui. Super. Bon, eh bien, tout d'abord, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être présente aujourd'hui pour vous parler de design soutenable. Merci Hélène pour l'invitation. Je m'appelle effectivement Valentine Perrin. Je suis, comme vous l'avez déjà dit, formatrice design et innovation à D-School, designer de formation. Et donc, j'ai pour objectif de développer notre expertise en design soutenable au sein du pôle pour à terme pouvoir proposer une formation aux professionnels et aux étudiants des ponts, de sorte à disséminer des outils de préconisation et d'aide à la décision. Donc, c'est une expertise qui nous tient vraiment à cœur de développer au sein du pôle pour répondre à des impératifs moraux liés au contexte environnemental. Il nous apparaît en effet vraiment primordial de faire évoluer nos modèles actuels pour proposer des innovations qui viennent véritablement s'ancrer dans la durabilité. Donc, on va commencer par s'intéresser au contexte. Pour ça, je vais vous présenter une image qui est représentative des mutations en cours sur notre planète. Donc, effectivement, depuis les années 70, on assiste à une accélération sans précédent du déclin de la biodiversité et du réchauffement climatique. Donc, les conséquences sont visibles un petit peu partout autour de nous et de nombreux scientifiques tentent de nous alerter. En effet, l'homme, il s'est longtemps pensé en dehors de la nature et il a développé du coup un rapport de domination sur celle-ci en instrumentant les êtres vivants et en puisant du coup dans les multiples ressources que nous offre la planète et un petit peu plus tard les astres. Donc, vous le savez sans doute déjà, nous sommes entrés dans une nouvelle ère qu'on appelle l'Anthropocène, qui a été définie lors d'une thèse par le chimiste Paul Crutzen en 1995. Et cette thèse, elle reconnaît en fait les impacts irréversibles qui sont provoqués par les activités de l'homme sur les milieux. En fait, cette nouvelle ère, elle va nous inviter à re-questionner notre rapport aux autres êtres vivants en se considérant dans un réseau d'interférences et non plus comme à part ou comme en haut de la pyramide. Donc, on n'est plus ici dans un rapport de domination et ça nous invite également à nous questionner sur les actions à mettre en place pour relever les défis qui nous attendent. Donc, pour que vous puissiez vraiment bien cerner l'intérêt du design soutenable et pourquoi est-ce que ça semble être un levier d'action qui est intéressant à saisir, on va s'ancrer sur une rapide étude de cas, donc sur un objet qui est significatif de nos modes de vie et de nos modes de consommation. Donc, on va s'intéresser au smartphone. Donc, c'est un objet que vous possédez sans doute ici toutes et tous, puisqu'on estime qu'il y a à peu près 2 personnes sur 3 dans le monde qui en possèdent un. C'est un objet qui a une durée de vie moyenne de 2 ans seulement. Donc, il faut savoir que la plupart des personnes changent de smartphone alors qu'il est encore en état de marche ou qu'il est réparable. C'est un objet qui est composé avec plus de 70 matériaux. Donc, on estime que pour la fabrication d'un seul smartphone, ça équivaut à 4 tours du monde. Et vous comprenez pourquoi est-ce que la fabrication
représente à peu près 80% des impacts environnementaux. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on garde seulement 2 ans son téléphone? Eh bien, pour le comprendre, il faut s'intéresser aux freins à la durabilité. Donc, vous avez notamment l'obsolescence culturelle. En fait, vous avez les constructeurs qui alimentent un effet de mode. Donc, ils vont sortir un produit en sachant pertinemment quelle sera la technologie qui apparaîtra sur la génération suivante. Ils vont miser sur des codes esthétiques pour alimenter un désir de possession et alimenter ce caractère éphémère autour de l'objet. Vous avez également l'obsolescence fonctionnelle où là, en fait, le constructeur ne va pas permettre la réparabilité de l'objet. Donc, soit on ne va pas pouvoir le déconstruire pour changer des pièces, soit les pièces vont être très coûteuses, soit il faudra vraiment une expertise pour le faire, ou alors les pièces ne seront pas accessibles. Parfois, il sera même plus avantageux en termes d'économie de racheter un appareil neuf que de venir du coup changer ces pièces-là. Et vous avez également l'obsolescence qu'on appelle logicielle. Donc là, le constructeur va proposer des mises à jour qui vont en fait réduire les performances des appareils des séries précédentes. Parfois, vous ne pourrez carrément plus opérer ces mises à jour. Donc, ça vous incite à changer de téléphone pour aller vers une génération un petit peu plus récente. Donc, on pourrait dire que c'est difficile de contrer ces freins dans une visée commerciale et pourtant, certains ont réussi. Donc ça, c'est le cas de Fairphone, qui est une entreprise néerlandaise qui commercialise des smartphones qui sont faits à partir de matériaux issus du commerce équitable et de matériaux recyclés à 70%, notamment pour la coque. Donc, c'est une structure qui est facilement démontable. Vous avez également des tutoriels pour pouvoir changer vous-même les pièces en moins de 10 minutes. Donc, ils vous garantissent une disponibilité de tous les composants, que ce soit caméra, micro ou encore batterie. Et c'est des pièces que vous pouvez vraiment acheter à moindre coût, contrairement à d'autres constructeurs du milieu. Ils vous proposent également de recycler votre ancien appareil et ils misent sur une esthétique sobre pour faire durer du coup le produit dans le temps en termes de désirabilité. Et on va nous justement revenir sur l'aspect désirable qui reste au cœur de la démarche. En effet, si je vous parle de désirabilité, c'est parce que le design soutenable, il s'ancre sur le processus de design centré utilisateur, ou on peut aussi parler de design thinking, donc qui va vraiment s'appuyer sur la résolution de problèmes complexes en passant par le prisme de l'intelligence collective et une méthode de créativité qui ont fait leurs preuves. Donc, il y a de nombreuses innovations qui ont vu le jour au fil du temps, riche d'un travail au plus près de la réalité du terrain, puisque c'est un processus qui s'appuie vraiment sur de la recherche ethnographique. Donc, on va être au plus près des utilisateurs. Donc, dans la phase d'inspiration, on va venir faire un travail de terrain pour les observer, les interroger, pour identifier quels sont les besoins, puis on va venir reformuler la problématique. Ensuite, dans la phase d'itération, on va venir ouvrir le prisme, entrer en phase de divergence pour générer des idées en quantité, des idées créatives pour essayer de répondre aux problèmes. On va ensuite venir clusteriser, donc regrouper ces idées, faire des choix et venir prototyper et tester ces solutions pour les faire évoluer, puisque c'est une méthode qui est itérative et non linéaire. Et ensuite, en phase d'implémentation, on va communiquer sur la solution en passant par le prisme du storytelling et ensuite penser à son implémentation, son déploiement. Donc, dans la conception classique, on va vraiment partir de la désirabilité pour questionner la faisabilité technique et enfin tester la viabilité économique. Donc, cette réalité, elle nous montre aujourd'hui le besoin de changer de focale, donc pour s'ouvrir non plus qu'aux humains, mais également aux écosystèmes dans lesquels vont s'inscrire ces innovations, de sorte à vraiment limiter les interactions négatives qui pourraient se produire à plus ou moins long terme et de façon directe ou indirecte. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que le design, il va se tourner vers une conception centrée planète qui induit en fait de nouveaux critères et de nouveaux outils de préconisation et d'évaluation. Donc, le cheminement, en fait, il est vraiment similaire à celui que vous devez déjà connaître si vous êtes acculturé au design thinking. Donc, c'est-à-dire que les produits, les services ou encore les espaces qui sont imaginés vont répondre à un besoin qui émane de l'utilisateur,
mais ce besoin, il va être nuancé de sorte à l'ancrer sur les besoins de l'environnement. Ça veut également dire que la faisabilité technique, elle va vraiment être mise à l'épreuve de la durabilité et que la viabilité économique, elle va être affaire de compromis. Donc, le prisme de la planète, il va être appliqué sur le modèle et en fait, il vient contraindre l'exercice des 3 cercles de sorte à orienter et à filtrer les choix qui pourront être faits dans le processus. Donc pour ça, on a ces termes qui apparaissent au centre, donc circularité, éthique et sobriété, qui se présentent ici comme des impératifs de conception qui vont en fait nous suivre sur l'ensemble de la démarche et qui se présentent un petit peu comme des guides. Donc ici, il ne s'agit pas de tout réinventer. Vous l'avez compris, on va bien se baser sur l'existant pour compléter cette approche qui a fait ses preuves, mais qui doit en fait évoluer avec les enjeux de la société. Donc, on va, à travers le design soutenable, opérer un changement de vision, donc se désanthropocentrer, afin de se placer dans un rapport de covivence pour servir des besoins diversifiés et respecter les équilibres naturels. Donc, l'innovation, elle va en fait véritablement naître d'une considération de l'écosystème dans lequel elle s'inscrit. Et notre parti pris, du coup, à Discool, c'est de se baser du coup, sur la démarche de design thinking pour l'enrichir à partir de différents principes. Donc, des principes qui sont à ce jour encore très silotés et qui peuvent, en fait, s'ils sont pris indépendamment les uns des autres, présenter des impacts négatifs. Donc, nous, on essaye de les réinjecter de sorte à avoir une vision globale et une complémentarité entre ces différents principes. Donc, vous avez notamment le biomimétisme, la pensée systémique, le biodesign, la culture low-tech, l'éco-conception, l'innovation frugale ou encore l'économie circulaire. Donc, je ne vais pas revenir sur chacun d'eux, puisqu'il nous faudra un petit peu plus de temps et vous devez sans doute en connaître déjà quelques-uns, mais je vais me focaliser sur 2 d'entre eux pour aujourd'hui, notamment le biodesign, qui intègre en fait le vivant au processus de conception. Vous avez peut-être déjà entendu parler de biomatériaux, où en fait le vivant va vraiment contribuer à la fabrication. On utilise souvent des micro-organismes pour mettre en place de nouveaux matériaux biodégradables. Ici, vous avez l'exemple de Grodius qui a été fait par le cabinet Big Bang Project. Donc, en fait, c'est un dispositif de biofabrication d'objets du quotidien à partir de déchets organiques qui sont présents dans l'habitat. Donc, ils sont partis d'un constat, c'est que par personne et par an, on produit à peu près 60 kg de déchets organiques et qu'il est parfois difficile soit de les recycler au sein de son habitat parce qu'on n'a pas forcément de composteur, soit que le recyclage nécessite la mise en place de filières complexes, souvent éloignées du lieu de récolte initiale. Or, on sait aussi que la nature ne produit pas de déchets qu'elle ne sait pas éliminer et qu'il y a des micro- et macro-organismes qui vont venir en fait digérer des déchets qui sont produits par d'autres espèces pour créer de nouvelles matières qui vont être réutilisables par d'autres. Donc ici, on est vraiment dans une démarche qui mêle design industriel et sciences du vivant, puisque c'est né d'une collaboration entre un designer et une bio-ingénieure. Et ça donne lieu du coup à un biocomposteur qui a un mix entre un biocomposteur et une imprimante 3D et qui permet en fait de fabriquer des objets du quotidien grâce à des moules qui sont placés à l'intérieur. Donc vous venez placer en fait vos déchets organiques type épluchures de fruits et légumes. Puis grâce à un travail qui est fait avec des levures et des micro-organismes, vous allez avoir un processus de fermentation et de métabolisation qui va permettre d'obtenir une sorte de cellulose qui va venir remplir les moules et vous donner du coup des objets que vous pouvez réemployer dans le quotidien et qui sont totalement biodégradables. Donc à ce stade, on peut produire en fait grâce aux moules des pansements aux propriétés cicatrisantes, mais aussi des masques de beauté, des gants, des vêtements, de nouveaux types d'aliments ou encore des bûchettes qui sont destinées au chauffage de la maison. Donc le but, ce serait vraiment de l'ouvrir à d'autres usages. Donc c'est encore en phase de recherche. Si on s'intéresse maintenant à la culture low-tech, donc c'est une culture qui tend vers des principes techniques accessibles, donc avec une technicité simple et peu coûteuse, qui est sobre en énergie. Donc on parle ici de culture parce qu'on est vraiment sur un transfert de connaissances et sur des communautés qui viennent se créer.
Donc, vous avez ici l'exemple du frigo Zirpot. Donc, c'est en fait traduit de l'arabe, c'est le frigo du désert. Donc, c'est un frigo alternatif qui ne nécessite en fait ni gaz ni électricité et qui peut véritablement être construit pour moins de 30 euros. Donc, c'est un frigo une technologie qui est très ancienne puisqu'on l'utilisait déjà il y a 4500 ans en Égypte, dans des coins où il fait chaud et où l'accès en énergie est limité. On peut concrètement, du coup, y conserver des fruits et des légumes. Et pour ça, c'est très simple. Il vous suffit d'avoir 2 pots, un plus grand et un plus petit. Donc, de placer le grand, de venir y mettre le plus petit, de mettre du sable entre les deux, de venir humidifier ce sable-là et de placer, du coup, un linge humide dessus. Donc, ça vous permet, en fait, de faire chuter la température des aliments, donc pour avoir une température entre 15 et 20 degrés qui va permettre effectivement de conserver des fruits et des légumes. Pas de la carnation, mais c'est quelque chose qui est quand même assez utile. Voilà, et donc vous pouvez le construire vraiment à moindre frais, ça ne consomme pas d'électricité, il est facile à nettoyer et ça permet de maintenir en fait la teneur en vitamines des fruits et des légumes par le biais de l'évaporation de l'eau qui fait du coup chuter la température. Donc ensuite, il suffit de réalimenter le sable en eau à peu près 2 fois par jour pour maintenir la température. Et pour ça, vous avez des tutoriels qui existent notamment sur le Low-Tech Lab, qui est une communauté low-tech qui partage justement différentes conceptions d'objets du quotidien. Donc, on va voir maintenant comment est-ce que ça se traduit en pratique. Eh bien, on va repartir, je vous le disais, du processus de design thinking et on va venir y injecter des outils et des pistes de réflexion au fur et à mesure des étapes. Donc, par exemple, si on passe à l'étape d'inspiration, on va venir essayer de prioriser les besoins, donc bien faire la différence entre ce qui émane de l'ordre du désirable, donc j'ai envie d'eux, et faire la différence avec ce qui vient plutôt des besoins plus fondamentaux. Également questionner la légitimité d'un produit ou d'un service. On va également venir cartographier les systèmes dans lesquels s'inscrivent la problématique. Dans la phase d'itération, eh bien, on va être dans une idéation. Donc, on va venir imaginer des fonctionnalités d'usage qui pourraient être bénéfiques du coup pour d'autres espèces. Donc, pas rester que focus sur l'humain, mais essayer de voir si on ne pourrait pas effectivement concevoir des fonctionnalités pour d'autres êtres vivants. On va également procéder à un second tri des idées selon les potentiels impacts positifs, économiques, sociaux et environnementaux. Et on va ici aussi venir s'inspirer des formes et des procédés de la nature pour essayer de répondre aux problèmes, de sorte à optimiser au maximum la solution. Et enfin, dans la phase d'implémentation, on va s'appuyer sur des outils comme des outils simplifiés d'analyse du cycle de vie. On va également s'ancrer sur un cahier des charges en veillant toujours à l'accessibilité technique, la sobriété formelle ou encore la pérennisation de l'usage pour mettre en place des services pour faire durer justement cette relation à l'objet ou au service dans le temps avec l'utilisateur. Donc, pensez vraiment du coup à la fin de vie de l'objet, savoir s'il va être recyclable, comment est-ce qu'on le réinjecte en fait dans la chaîne. Donc, pour faire un dernier petit rappel, donc les objectifs qu'on vise à travers le design soutenable, c'est de réduire l'impact des produits, des services et des espaces, mais également de participer à l'évolution des usages, de tendre vers une relation de covivence avec les autres espèces, de disséminer des leviers d'action autour de soi, de développer et d'appliquer une vision écosystémique et enfin de développer une réflexion critique, argumentée, avec notamment des outils, des inspirations. Voilà, donc merci beaucoup pour votre écoute. Encore une petite minute d'attention. Donc j'en profite pour vous parler d'un événement qu'on organise du coup au sein de l'École des Ponts avec l'équipe de la D-School. Donc ça aura lieu le 22 juin prochain. Donc c'est une journée de conférences et de table ronde sur le design et l'innovation. Et on va se questionner du coup sur le design que l'on doit utiliser pour construire le monde de demain. Donc, l'idée de cette édition, c'est vraiment de porter une réflexion sur les différentes expertises qu'on développe au sein du pôle, donc le design thinking, le design fiction et le design soutenable, qui ont des axes de complémentarité qui pourraient tendre vers une hybridation pour répondre aux enjeux de demain.
Donc, c'est prévu le 22 juin sur toute la journée. Donc, le matin, ce sera ponctué par des keynotes. L'après-midi, vous aurez 2 tables rondes, une en design fiction, une en design soutenable. Et vous aurez également des ateliers d'initiation au design thinking qui seront proposés par notre collègue Quentin. Donc, on espère vous y voir nombreux. Ce sera une belle occasion de pouvoir se réunir entre pairs pour porter une réflexion commune justement sur les trajectoires à emprunter. Donc, n'hésitez pas à scanner, ça vous amène vers le site du The Event où vous pouvez avoir du coup toute la programmation, tout le déroulé. Et vous pourrez notamment retrouver Gillian Gray, dont je vous parlais du Grodius, ce petit appareil justement qui se base sur les micro-organismes pour produire de nouveaux objets. Donc lui, il sera là lors d'une table ronde l'après-midi. Voilà. Donc n'hésitez pas à scanner, on espère vous y voir nombreux. Merci à tous. Merci Valentine pour cette présentation. Des questions de votre côté sur le system design à poser à Valentine? Valentine, merci, c'était absolument passionnant. Colline aussi d'ailleurs, merci à toutes les deux. Et moi, je fais du conseil en RSE, donc du coup, c'est évidemment particulièrement inspirant. La question que je me posais, ça fait peut-être le lien avec la question qui a été posée aussi à Colline, c'est après, quand une entreprise a travaillé de cette façon-là, et je trouve ça super intéressant, jusqu'à où vous les accompagnez pour qu'elles puissent finalement faire une implémentation opérationnelle, on va dire, chez elles? Alors, pour le moment, c'est vraiment une branche qui est encore en phase de recherche au sein du pôle. Moi, je suis vraiment arrivée il y a quelques mois pour développer cette expertise-là. Donc, le but, c'est vraiment de proposer 1 ou 2 journées de formation aux entreprises pour des personnes qui ont déjà été acculturées au design thinking précédemment pour qu'elles puissent avoir du coup ce processus en tête et qu'on puisse en fait les guider sur l'ensemble de la chaîne en leur donnant en fait des outils pour qu'elles puissent les réinjecter et les partager du coup au sein de l'entreprise, puisque le but, c'est vraiment de venir disséminer ces leviers d'action, pas forcément de tout réemployer, mais d'avoir connaissance des outils qui existent et des différents acteurs et de leurs pratiques pour pouvoir se tourner effectivement vers les uns ou les autres selon les besoins, puisque toutes les entreprises n'auront pas les mêmes objectifs, les mêmes besoins, elles ne vont pas avoir besoin d'appliquer ça sur toute la chaîne, mais seulement se focaliser sur un point en particulier. Donc, nous, on va leur offrir tout un panel d'outils et on viendra resserrer après au cas par cas s'il y a des questions, des interrogations par la suite. C'est-à-dire, dans ces 2 jours de formation, enfin, elles repartent à l'issue des 2 jours de formation avec un certain nombre d'outils qu'elles peuvent utiliser en interne, en fait, pour leur propre travail d'innovation qui se prolongerait, associer des personnes, des équipes, etc. C'est ça, en fait. Tout à fait, c'est ça. En fait, par exemple, pour le biomimétisme, on n'a pas tous ces connaissances en biologie, par exemple. Donc, on va vraiment se baser sur des travaux collaboratifs qui sont faits. Par exemple, là, il y a une plateforme qui est en train d'être créée avec le Sybiose et le Big Bang Project, donc qui s'appelle Biomag. Ce sera comme une matériothèque inspirée du vivant où en fait vous pouvez venir rechercher un problème que vous voulez résoudre et il va vous proposer en fait différents moyens qui sont faits dans la nature, donc en termes de processus, en termes de forme, pour essayer de répondre en fait à ce besoin-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est en construction. Vous avez également l'ADEME qui propose un outil justement d'ACV simplifié qui s'appelle Base Impact. Et donc, on va vraiment se baser en fait sur toutes ces initiatives pour donner les clés pour que en fait, tout à chacun puisse agir selon ses problématiques et qu'on puisse rester aligné vraiment sur l'ensemble du processus pour pas justement tomber dans quelque chose qui pourrait toucher au greenwashing. Merci. Une dernière question pour Valentine? Claire? Très bien. Bah, super. Un grand merci, Colline, Valentine, pour ces 2 présentations et puis d'avoir partagé ces connaissances avec nous. Et de votre côté, on va monter la vidéo, on va le diffuser, donc vous pourrez avoir accès aux présentations et à toute l'information partagée par Colline et Valentine et être en mesure de revenir vers elles s'il y a des besoins de votre côté. Voilà. Donc, merci pour cette matinée webinaire et encore un grand merci à la D-School parce qu'on fait un super job ensemble et c'est vraiment très cool.
Merci. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci à tous. À bientôt. Merci. Au revoir. Hélène. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.